Démarrer cette conférence. Je, je vais vous présenter notre responsabilité sociétale. Donc, comme l'a dit Emmaline, je suis la responsable RSE, qualité, sécurité, environnement pour le groupe SCC. Donc, tout ce que je vais vous présenter et bien plus encore est disponible sur notre site extranet. Donc, nous avons un rapport de performance extra-financière dans lequel vous allez pouvoir retrouver tous les éléments et plus encore de ce que je vais vous présenter. Donc, déjà, je vais vous présenter SCC. Donc, SCC, c'est le premier groupe privé informatique en Europe. Nous sommes 5000 salariés en Europe pour un chiffre d'affaires de 2,6 milliards, pardon, 3200 en France avec un chiffre d'affaires à 1,6 milliard. Alors, SCC, c'est un groupe qui est présent en zone Asie, notamment au Vietnam, et qui a 4 filiales qui sont très importantes, chacune dans notre politique de responsabilité sociétale. Altimans, qui est un centre de services implanté à Anzin, qui a des salariés qui étaient des personnes éloignées de l'emploi, donc qui a 2 ans d'existence. Recycléa, qui est une entreprise adaptée, pardon. Oups là, ça va un peu trop vite. Donc, je vais revenir en arrière. Recycléac est une entreprise adaptée qui est dédiée à la fin de vie des matériels informatiques et plutôt que de fin de vie, au recyclage, à la remise en état, à la remise en circuit, à une seconde vie des matériels informatiques. Flowline Technologies qui est plus axée sur le cloud et Ridby Capital qui, elle, va parler d'économie de fonctionnalité puisqu'on ne va plus faire de la possession mais de l'usage de l'informatique. Voilà. Là, il y a la répartition chiffre d'affaires. Autre point important, on a un secteur d'activité. On a 45% de nos clients qui sont du secteur public et 25% de grands comptes privés avec des exigences très particulières. Alors, notre stratégie RSE, nous l'avons construite sur différentes choses. Tout d'abord, nous sommes partis de nos valeurs. Nous avons défini une raison d'être, qui est celle-ci, renforcer la performance de nos clients en facilitant leur transformation digitale. Et à partir de là, nous avons, en lien avec les normes de responsabilité sociétale, le SASB et d'autres normes qui sont énumérées dans notre livret, réaliser une analyse de matérialité. C'est-à-dire que notre RSE, elle correspond à nos enjeux, aux attentes de nos clients et elle correspond à nos points de vigilance. Donc, il est nécessaire, avant de déployer une politique RSE, de faire cet état des lieux, ce diagnostic. C'est-à-dire que je ne vais pas vous parler de biodiversité puisque notre impact, ce n'est pas là-dessus que nous aurons les plus grands leviers d'action. C'est vraiment d'identifier quel est notre profil RSE et de voir comment ensuite on va décliner cette politique. Alors, pour faire celle-ci, il est aussi intéressant d'identifier les attentes de nos parties prenantes. Et dans ces attentes, ce qui est important, c'est de voir les attentes de nos parties prenantes internes, qui sont nos collaborateurs, les instances représentatives du personnel, le comité de gouvernance, les moyens qu'on a pour justement identifier quelles sont leurs attentes, donc le CSE, l'intranet, les newsletters, le réseau social d'entreprise, chez nous c'est Yammer. Les principaux enjeux, donc, c'est la qualité de vie au travail, la non-discrimination, la formation, donc l'employabilité des collaborateurs, les salaires et les systèmes d'incitation. Les régulateurs, donc ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas systématiquement dans les parties prenantes. Ce sont les autorités publiques, les associations professionnelles, l'Alliance Green IT, par exemple. Ça peut être des concurrents. On va regarder par rapport à des groupes de travail qu'on va mener, sur lesquels on est amené, enfin je suis amenée à intervenir. Et le but, c'est d'avoir le respect de la législation, mais de l'anticiper. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de la loi AGEC, mais il y a beaucoup de décrets qui ne sont pas encore sortis et pour lesquels nous devons travailler en amont avec les constructeurs pour pouvoir amener des réponses pertinentes à nos clients.
Alors, les influenceurs sociétaux, donc on sait qu'il y a la réglementation, mais il y a aussi nos clients qui nous demandent d'être signataires de la charte de la diversité, d'avoir différents labels. C'est d'identifier ces labels, d'identifier leur pertinence et de voir comment on peut obtenir cette reconnaissance. Est-ce qu'elle correspond à nos valeurs? Est-ce que ce qu'on a mis en œuvre, ça permet d'y répondre? Donc, c'est tout ce travail-là qui est fait à travers enquêtes, des sites Internet, des réseaux sociaux. Puisque les préoccupations, c'est prévention de la pollution, réduction de notre impact carbone, utilisation des ressources. Et puis, surtout, il y a une chose qu'on n'associe pas systématiquement à la RSE, mais qui est importante, c'est la création d'emplois. Les partenaires économiques, ce sont les clients, fournisseurs, sous-traitants, partenaires. Je n'ai pas mis les constructeurs, mais c'est également le cas. Et puis, c'est à travers leur cahier des charges, les appels d'offres, les enquêtes de satisfaction. Et là-dessus, on va être plus orienté loyauté des pratiques, respect des délais de paiement, communication transparente et respect du cadre légal. Alors, les obligations réglementaires, j'en ai cité quelques-unes, mais il y en a pléthore d'autres. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer d'avoir un outil de veille réglementaire digne de ce nom pour pouvoir être certain de répondre à toutes les exigences. Il y a le bilan de gaz à effet de serre, il y a la loi Sapin 2, la loi Pacte, la loi AGEC, anti-gaspi, le tri des 5 flux dans le code de l'environnement, pardon, les RGPD. Et puis, il y a des attentes qui sont un petit peu moins faciles à capter et qui ont beaucoup d'importance. C'est ce que les clients sont amenés à nous demander. Donc, ça peut être des certifications ISO, le pacte mondial de l'ONU, les achats responsables, donc des labels qui garantissent, enfin, qui vont permettre de démontrer que nous avons une démarche d'achat responsable qui est cohérente, qui est conforme aux standards. Les évaluations RSE, là aussi, c'est important. Les stratégies bas carbone et la charte de la diversité. Il faut savoir, par exemple, pour l'évaluation RSE, nous avons des clients qui nous donnent un seuil. En deçà d'une certaine note, nous n'avons pas le droit de répondre à des appels d'offres. Donc, notre démarche, elle se base pour SCC et pour les filiales de SCC, nous avons diverses certifications. Il y en a donc celles qui sont assez naturellement associées à la RSE, comme la santé, sécurité au travail, l'ISO 45000. Il y en a d'autres qui sont plus confidentielles. Celle-ci, l'ISO 22301, c'est une norme sur la continuité d'activité. Celle-ci, elle est pertinente et elle est importante dans le cadre qu'on a aujourd'hui avec toutes les cyberattaques et tout. La sécurité de l'information également, ce sont des choses qui sont plébiscitées par nos clients. La FAC 26 000, c'est une évaluation sur le développement durable, sur la responsabilité sociétale. Donc, c'est une norme qui n'est pas certifiable. Il y a juste une évaluation qui peut être donnée par l'AFNOR, que nous avons avec différents niveaux. En deçà d'un certain niveau, on n'a pas le droit de communiquer dessus. Celle-ci, c'est la petite dernière, je l'ai mise un petit peu en avance de phase parce qu'on aura le certificat en bonne et due forme d'ici une dizaine de jours. C'est le centre de contact client. Elle est particulière parce que les centres de contact client, les centres d'appel, en fait, cette norme, elle garantit à nos clients que le collaborateur qui va travailler va être bien et va permettre ainsi de déployer une bonne expérience client. Donc, c'est vraiment intéressant en termes de RSE, cette norme-là. Toutes ces approches et tout nous ont permis d'obtenir le niveau platinum chez Ecovadis. Ecovadis est une plateforme d'évaluation de la RSE des entreprises. On doit fournir tous les ans des éléments factuels de preuve. Ils ne viennent pas auditer sur le terrain, c'est un audit qui est administratif. On doit justifier avec des documents, des éléments de preuve de moins de 2 ans, tous les axes de ce qu'on a déployé en termes de responsabilité sociétale. Nous sommes très fiers, je suis très fière que nous ayons obtenu ce niveau parce qu'il y a seulement 1% des entreprises de notre secteur qui ont obtenu ce niveau d'évaluation, cette notation EcoVadis. Donc, la RSE, c'est aussi les achats et on a cartographié nos achats. On travaille avec les constructeurs, avec les éditeurs, avec nos partenaires pour pouvoir identifier quels sont leurs axes RSE. Est-ce que c'est plutôt du sociétal? Est-ce qu'ils vont avoir adressé l'aspect environnemental et mettre en avant
travailler et améliorer nos bonnes pratiques respectives. C'est-à-dire que dans le cadre des parties prenantes que j'annonçais tout à l'heure, aujourd'hui, on travaille ensemble, que ce soit avec les transporteurs, avec les constructeurs, pour améliorer notre impact RSE, notre démarche RSE et nos impacts carbone. Donc, on a obtenu là encore des labels, donc on est prestataire évalué. La charte relation fournisseurs responsables, nous sommes signataires, nous travaillons actuellement pour obtenir un label. C'est une charte qui est portée par le ministère de l'économie et des finances et qui garantit aux fournisseurs, aux clients qu'on règle dans les délais, qu'on ne va pas faire traîner, qu'on ne va pas jouer avec la trésorerie. Et dans la crise qui nous préoccupe, ça a tout son sens. Voilà, donc pour résumer quelques points de responsabilité sociétale, donc en éthique et conformité, on a une charte éthique, un code anticorruption, on a un dispositif d'alerte, 88% de nos collaborateurs ont signé les engagements du collaborateur, on a nos certifications. En social, on a eu 2993 stagiaires formés en 2020, plus de 19 000 heures de formation dispensées. On a des accords de télétravail de droit à la déconnexion. On a signé la charte de la diversité. On a gagné plus de 20 points en 2 ans à l'index égalité hommes-femmes. Sur l'environnement, on a baissé de 8,5% les émissions de gaz à effet de serre entre 2017 et 2018, puisque le bilan de gaz à effet de serre, réglementairement, on le fait tous les 4 ans. Là, on travaille sur un bilan un petit peu plus élargi. Nous traitons donc la loi, enfin le code de l'environnement prévoit qu'on doit traiter, que l'on traite 5 flux de déchets. Nous, sur notre centre technique et logistique basé à Lieusaint, on traite et on recycle 13 flux de déchets. C'est un axe important de notre politique environnementale. L'économie de fonctionnalité que j'ai évoquée tout à l'heure avec le leasing as a service, ça permet à nos clients de pouvoir avoir l'utilisation de matériel sans avoir tout le cycle de vie, puisque nous, après, avec notre filiale recyclée, on va pouvoir donner une deuxième vie, on va pouvoir revaloriser tout ce matériel. Signataire de la charte relation fournisseurs responsables, on a fait l'étude de RSE de nos fournisseurs hardware. Alors, 75% ont adhéré au code de conduite RBA. C'est important parce qu'aujourd'hui, quand on distribue du matériel Microsoft, Apple, etc., on n'a pas la prétention d'aller auditer les usines en Chine parce qu'on n'a pas les moyens de le faire, on n'a pas les leviers d'action, on n'est pas assez gros pour pouvoir influer. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est s'assurer qu'eux ont bien pris le point et qu'ils traitent correctement ce point auprès de leurs usines, de leurs sous-traitants, et que notre démarche d'achat responsable elle soit bien répercutée tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Et puis, on a le développement économique local et on peut faire du mécénat de compétences et du mécénat. Les initiatives externes, donc j'ai contribué au baromètre des pratiques Green IT avec l'Alliance Green IT, avec le numérique durable, le livret qui est présent sur le site de l'Alliance Green IT. Donc, nous soutenons également le pacte mondial de l'ONU. Nous publions tous les ans quels sont les progrès que nous avons faits sur ce pacte. Nous sommes signataires de la charte de la diversité. Je participe aux travaux du Collège des directeurs du développement durable et depuis le début de l'année, nous sommes signataires de Planet Take Care, qui est une démarche initiée par le Syntec numérique pour l'amélioration, la réduction de l'empreinte carbone du numérique. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai tenu les 15 minutes qui m'étaient dédiées et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci Patricia. Alors maintenant, on va laisser Thomas nous parler donc du Green IT. Emmanuel, je pense que c'est plutôt moi qui. Ouais, c'est Christophe. Donc, ouais. Ah oui, excuse-moi Christophe, je me suis trompée dans l'ordre. Eh bien écoute, vas-y, je te laisse la main. Allez, on va faire comme ça. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. Ok, super. Oui, c'est bon.
Bon, ben, je suis ravi d'avoir été invité ce soir. Je suis ravi aussi de passer après Patricia parce que le Green IT, son grand copain, c'est dans une entreprise, hein, bien sûr, c'est la RSE. Parce que la RSE étant beaucoup plus large, mais c'est souvent les interlocuteurs RSE qui viennent toquer à la porte de la DSI pour leur demander, entre guillemets, des comptes, ou en tout cas de rentrer dans une démarche et d'avoir des KPI, des indicateurs Green IT. Donc ensemble, on va regarder dans les 15 prochaines minutes l'impact finalement du numérique sur l'environnement et puis définir ce que c'est que le Green IT. D'abord, je vais vous présenter Info Green Factory. Donc, Info Green Factory, c'est une start-up. On est 4 et donc nous 4, on a un peu plus d'un siècle d'expérience. On intervient au niveau pour les entreprises pour évaluer leur maturité parce que la plupart du temps, les entreprises, elles ont du mal à savoir comment commencer sur le Green IT. Donc, on leur propose, on a développé en interne une matrice de maturité qui leur permet de se jauger. Et puis après, on les accompagne sur de la formation qui est un pilier essentiel, sur le conseil et puis de l'accompagnement, on va dire, plus en termes de services. Voilà. Donc, de quoi on va parler là tout de suite? On va parler de la pollution numérique. On va parler finalement du cycle de vie d'un appareil numérique, depuis sa fabrication jusqu'à sa fin de vie. On va définir ce que c'est que le Green IT et on va le différencier du numérique responsable et du Green by IT. On va parler très rapidement des solutions au niveau d'entreprise parce que Thomas va en parler bien mieux que moi. Et on va parler aussi des bonnes pratiques individuelles et on conclura ensemble. Alors, la pollution numérique, juste si on fait un pas de recul, en fait, en France, les émissions de gaz à effet de serre, c'est 7 tonnes de CO2. Non, dans le monde, c'est 7 tonnes de CO2 par habitant. En France, c'est 11,5 tonnes. Sachant que, voilà, aujourd'hui, d'après les accords qui ont été conclus, l'objectif, c'est d'arriver à 2 tonnes. Donc, on est quand même dans des mesures assez exceptionnelles, des efforts importants à fournir. Et ce qui est effectivement le cas. Parce qu'en fait, si on regarde dans l'immobilier, il y a des normes, il y a des gros efforts qui sont faits. Dans l'automobile, on est passé à la voiture électrique, dans l'agriculture, dans les transports. Et on peut se poser la question finalement, mais dans le digital, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que finalement on va dans ce sens-là? On va dans le sens de 11,5 tonnes vers 2 tonnes, si on regarde que les gaz à effet de serre. En fait, le digital, lui, il n'a pas tout à fait eu le message. Lui, il a plutôt eu le message inverse. Puisqu'en 2010, le numérique constituait 2,5% des gaz à effet de serre. En 2020, c'était 4%. Et puis, ce qui est prévu pour 2025, c'est que ça va constituer 8% du total des gaz à effet de serre dans le monde. Et si on continue comme ça sera 14%. En fait, on a déjà dépassé l'aéronautique. Alors, en ce moment, c'est pas très compliqué. Il y a un micro qui est ouvert et en fait, il y a plein de bruits parasites. Si la personne qui a ouvert son micro peut le fermer, c'est cool. En 2025, on aura dépassé l'automobile. Donc, pour le numérique, en fait, il n'y a pas de limite. Et donc, en fait, si on regarde un peu les facettes, là, on a parlé des gaz à effet de serre, c'est une facette, mais ce n'est pas la seule. Souvent, quand on parlait de numérique, on pensait c'est la consommation énergétique et les fameux data centers. Mais il n'y a pas que ça non plus. Il y a aussi l'utilisation des ressources de la planète. Et il y a aussi tout ce que ça implique en termes de toxicité et de pollution. Donc, il faut voir l'impact environnemental du numérique au moins sous ces 4 facettes. Et donc, regarder un petit peu, regarder l'ensemble du cycle de vie d'un appareil numérique. Déjà, gardons en tête que c'est d'abord la fabrication qui est la plus impactante pour la planète. Donc, s'il y a un truc à garder en tête ce soir, c'est qu'il faut prolonger la durée de vie des matériels et limiter les achats de matériel numérique. Puisque 70% de l'impact environnemental est lié à la fabrication. Après, il y a aussi les usages et la fin de vie qui sont très impactantes. Donc là, si on regarde un peu les différents impacts, en fait, la fabrication, c'est 76%, c'est sur
la partie, on va dire, ressources abiotiques, évidemment, la fabrication, c'est là où on a besoin le plus de ressources. Donc, à ce moment-là, on utilise c'est 76% du total, il est sur la fabrication. Les ressources en eau, on voit bien que partout dans le monde, on a des problèmes sur l'eau. Il y a une forte pression sur l'eau aussi. Donc, la fabrication, c'est hyper impactant. Et c'est d'autant plus impactant qu'en fait, on est sur une planète effectivement avec des ressources finies. Et le numérique, c'est une ressource qui est rare, qui est en voie de disparition. Donc, et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des métaux qui sont en train de disparaître. Et c'est ces mêmes métaux qui sont utilisés pour construire des scanners, pour le bien commun, en fait. Donc, là, je ne parle pas pour vos arrière-petits-enfants, hein, je parle pour vous, là. Vous êtes, pour ceux qui sont étudiants chez Euridis, là, vous allez le connaître. D'ailleurs, on voit bien, hein, il y a déjà dans le monde aujourd'hui, on voit qu'il y a plein d'usines qui sont en train d'être arrêtées parce qu'en fait, on manque de chips. Donc, on ne sait plus produire des puces électroniques. Il n'y en a pas assez pour fournir la PS5. Donc, Sony ne peut plus sortir de PS5 pour fournir Tesla, pour fournir tous nos usages numériques. En fait, hein, on voit déjà qu'il y a des tensions sur les approvisionnements, mais ça va aller en crescendo. Et donc, du coup, il y a un vrai souci par rapport aux minerais. Et finalement, il n'y a pas d'arbitrage. Parce que, c'est vrai qu'on pourrait se dire, on pourrait faire des stocks de réserve pour des usages qui concernent le bien commun. En fait, aujourd'hui, on est dans un mode de consommation de masse, de surconsommation, et on utilise des matériaux qui sont pourtant des ressources rares et en voie de disparition, on les utilise malgré tout. Il n'y a pas de gestion high level, donc c'est pour ça que c'est important que vous soyez sensibilisés. Donc la fabrication, on est dans un contexte où, en plus avec l'arrivée de la 5G, on prédit que les objets connectés, donc les objets électroniques, ils vont être multipliés par 50 en 15 ans. Donc, avec les conséquences qu'on peut imaginer. Le concept de sac à dos écologique, hein, c'est finalement, quand vous avez un PC, votre PC il fait 2 kg, en gros, il a fallu extraire 800 kg de matières premières, utiliser 240 kg de combustible fossile, 22 kg de produits chimiques et 1,5 tonnes d'eau. Hein, parce que les produits chimiques, en fait, on utilise des minerais. Par exemple, typiquement les terres rares, qui ne sont pas du tout rares, mais en revanche, elles sont, parce qu'il y en a sur l'ensemble de la planète, mais en fait, il y en a très peu, elles sont fortement disséminées. Donc, il faut utiliser énormément de produits chimiques pour en extraire ne serait-ce qu'un demi-gramme. Voilà, donc ça, là aussi, il y a des catastrophes écologiques en cours. Donc là, on a parlé de la fabrication. Alors, on est toujours sur le cycle de vie. Il y a l'usage. L'usage, il est partout du numérique. Il y a une explosion. Et il est d'autant plus important qu'il est poussé par une société de surconsommation. Il est poussé aussi par des vocables qui sont fallacieux. C'est-à-dire qu'on parle de numérique dans les nuages, on parle donc le cloud, on parle d'immatériel, on parle de… Donc en fait, on se dit, non, ça n'a pas d'impact. Donc oui, ça a un impact, et ça a un impact énorme. Voilà, et donc en plus, il y a un problème d'effet rebond avec le numérique qui existe depuis toujours. C'est-à-dire que c'est un des secteurs où l'efficacité, les gains en termes d'efficacité sont les plus importants. Donc on pourrait se dire, finalement, c'est bon, le numérique pourrait limiter son impact, puisque on gagne en efficacité. Il y avait la fameuse loi de Moore qui permet tous les 18 mois d'augmenter, de faire x2 sur la capacité de traitement de l'information. Mais en fait, cette loi de Moore, elle implique au contraire une surutilisation, une surconsommation, puisqu'on l'intègre dans les usages et ça implique que puisque c'est moins cher, on en consomme plus. Voilà. Et en termes d'illustration, il y avait ce tweet là qui avait fait pas mal de fois le tour du monde il y a quelque temps. C'est en 69, avec 2 kilobits de RAM, on envoyait des hommes sur la Lune. En 2017, avec 1,5 gigabits de RAM,
on fait juste tourner un pauvre logiciel comme Slack passez pas de bon, enfin, vous connaissez Slack, d'échanges en direct. Donc, il y a aussi la fin de vie. On a parlé de la fabrication, on a parlé des usages. La fin de vie, c'est aussi une catastrophe, en fait. Dans le monde, 70% des déchets ne sont pas recyclés. C'est entre 70 et 80%. Donc, ça finit dans des décharges en Afrique, sachant que la France est plutôt, on va dire, un bon élève sur la partie recyclage, puisque il y a Écologie qui fait un gros boulot pour récupérer les matériels, notamment au niveau des entreprises. Après, il y a quand même pas mal de circuits parallèles hein, où, via des mafias, il y a quand même encore même en France, des circuits qui s'organisent via des organisations mafieuses. Mais le recyclage, il ne faut pas oublier que ça a un coût environnemental. Donc, c'est pas parce que c'est recyclé que c'est forcément l'idéal. Il vaut mieux prolonger la durée de vie et éviter de surconsommer que recycler. Parce qu'en fait, le recyclage, ça implique l'utilisation de produits chimiques, ça implique aussi il faut voir que dans les matériels qu'on utilise, il y a peut-être 60 minerais différents. Donc, il faut les séparer les uns des autres. Pour certains, ils vont perdre leur qualité intrinsèque qui fait que pourquoi on les utilise. En fait, hein, il y a des matériaux qui nous permettent d'avoir des écrans tactiles. Une fois que vous les avez recyclés, ce qu'on appelle downcycling, en fait, ils n'ont plus les mêmes propriétés. Okay, donc, et on ne peut plus les utiliser de la même façon. Voilà, donc aujourd'hui, il y a quand même un énorme scandale, c'est toute l'utilisation de pays poubelles, hein, notamment donc le Ghana est souvent montré en exergue, puisque c'est un pays où 100 000 personnes autour d'une immense décharge électronique travaillent et finalement gagnent leur vie. Alors le problème, c'est qu'il y a des enfants, qu'il y a énormément de fumée toxique. On considère que c'est un endroit qui est plus pollué que Tchernobyl, où il y a eu quand même une explosion nucléaire. Donc c'est un peu la fin du monde, quoi. Voilà, donc ça c'est pour la face cachée du numérique, mais il y a des solutions, et les solutions c'est le Green IT notamment, et puis il y a d'autres concepts comme le Green by IT, le numérique responsable. Alors, le Green IT, en fait, l'idée, c'est d'améliorer l'efficacité des composants informatiques. Okay, donc on est sur une plus grande efficacité environnementale de l'informatique, faire en sorte de faire beaucoup avec moins. Le Green by IT, c'est mettre l'informatique au service de la transition écologique. Et ensuite, si on y rajoute toute la partie éthique et toute la partie inclusion, il faut voir qu'aujourd'hui, il y a à peu près 20% de la population en France qui est exclue du numérique, hein, pour des raisons X ou Y, qui n'a pas accès au numérique. En termes d'éthique, bon, on a vu que, voilà, je pense que si vous regardez l'actualité, l'éthique et le numérique, ça fait, c'est pas toujours, ça va pas toujours de pair. Hein. Que ce soit en termes de site web ou du positionnement des grands acteurs du secteur. Alors, pourquoi se lancer dans le numérique? Et là, ça fait un parallèle avec la présentation de Patricia. Clairement, lancer une stratégie numérique responsable pour une entreprise, ça a un sens au niveau de la marque employeur. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des générations, et notamment dans l'informatique, où c'est très compliqué de recruter et où aujourd'hui les développeurs, ils ont la possibilité de choisir, ils ont ce luxe de choisir leur employeur. Ils ont 10 propositions pour un job. Donc aujourd'hui, être plutôt vert et avoir une démarche d'éco-conception sera clairement quelque chose qui va être, pour la génération qui arrive, qui va être un gros plus. Après, ça simplifie l'expérience utilisateur. Sécurité, et on a vu que la cybersécurité aujourd'hui, c'est plus qu'un raz-de-marée, c'est vraiment une top priorité. Et éco-conception et sécurité se rejoignent complètement. Ensuite, il y a un ROI, clairement, à pratiquer l'éco-conception.
et le Green IT. Ça permet de garder ou accroître ses parts de marché. Patricia en parlait. Il y a énormément d'appels d'offres aujourd'hui qui sortent et de plus en plus où on demande où est-ce que vous en êtes en termes de sobriété numérique, quels sont vos KPI sur vos services cloud, le nombre de personnes qui sont formées à l'éco-conception. Voilà. Donc aujourd'hui, ceux qui ne vont pas sur le numérique responsable, ils prennent des risques par rapport à leur futur en termes de part de marché. Ça améliore la résilience de l'entreprise. On l'a vu aujourd'hui dans le monde, on ne sait plus. Les chips, il n'y en a plus à vendre. Si vous utilisez les dernières technologies, il y a des chances qu'à un moment donné, vous vous trouviez dans la situation de ne plus pouvoir faire tourner votre informatique. Donc, il faut d'ores et déjà penser à des solutions numériques qui soient résilientes. Et puis, comme la législation est en plein boom et qu'il y a beaucoup, au printemps, il y a beaucoup de choses qui vont être votées, il y a une douzaine de directives européennes qui concernent la transition écologique et qui ont un lien avec le numérique. Voilà, il se passe énormément de choses en termes de législation. Donc, au niveau des entreprises, je fais très rapidement parce que Thomas va vous en parler. Donc, les 5 R, refuse, reduce, repair, reuse, recycle, c'est aussi valable en entreprise comme pour les particuliers. Et en termes de bonnes pratiques, moi, ce que je voudrais vous encourager à faire, c'est donc d'appliquer la sobriété numérique avec les 5 R. Vous posez la question, effectivement, est-ce que, à titre personnel, je peux refuser finalement de changer mon smartphone ou de céder aux dernières chaussettes connectées, couverts connectés, bikini connectés, voilà. Est-ce que je peux réduire parce que peut-être que je ne peux pas me passer d'un PC, mais peut-être que je peux garder le mien un peu plus longtemps. Peut-être que je peux faire réparer, parce qu'il y a tous les cafés qui se sont montés, et il y a tous ces petits, ces nouveaux artisans du coin de la rue qui vous réparent votre smartphone, qui vous réparent votre PC, et il y en a de plus en plus. Donc on est dans une logique vertueuse de faire durer les équipements. On est aussi dans la réutilisation, le reconditionnement, entre l'étape de j'utilise et je recycle, il y a l'idée de donner une deuxième, une troisième, une quatrième vie aux équipements. Donc, le reconditionnement, c'est essentiel. Il y a des sites particulièrement intéressants français qui recyclent du matériel français comme Cadaos, comme Smart en France, qui vraiment prennent du matériel en France et qui font tourner des usines en France et qui le remettent sur le marché français. Ensuite, il y a allonger la durée de vie des équipements, stocker vos données en local. Le cloud, ce n'est pas la réponse à tout, loin de là. Soyez vigilants sur les OS, les applications que vous utilisez, que vous développez. Débranchez votre box, même votre portefeuille, vous allez gagner entre 30 et 50 € par an si elle est débranchée la nuit. Préférez le Wi-Fi à la 4G. C'est 23 fois plus efficace au niveau environnement, le Wi-Fi, que la 4G. Et créer des sites web éco-conçus. Donc, des fois, on n'a pas le choix, mais il y a quand même beaucoup de situations où il y a quand même du Wi-Fi à proximité. Il y a des choses qu'on ne peut plus accepter, ou que la génération qui arrive ne peut plus accepter. C'est le vocabulaire, un peu c'est la pensée magique. Avec la technologie, on va tout résoudre. Okay, ça fait 40 ans qu'on sait qu'il faut faire une transition écologique et qu'on nous serine que la technologie, on va y arriver, tout ça. Non, ça ne marche pas. Oui, il y a des choses qui vont bien, mais aujourd'hui, faut peut-être arrêter de penser que la réponse, elle viendra uniquement de la technologie. Il va falloir aussi changer, bouger. Ce qu'on ne peut plus accepter, c'est la non prise en compte de l'effet rebond. Lancer une technologie et dire on verra bien, non, on ne va pas voir, on va d'abord étudier. Parce qu'en fait, la 5G, on sait très bien que ça va donner une explosion, une gabegie de ressources. Donc, il faudrait peut-être se poser la question avant, se dire est-ce qu'il faut vraiment, pour qui, dans quel contexte on le lance? Ce qu'on ne peut plus accepter non plus, c'est le phénomène d'obésiciel. Aujourd'hui, Microsoft, avec son pack Office qui est passé en 20 ans, moi, j'utilisais il y a 20 ans le pack Office et je n'ai pas vu de grande révolution. Pour autant, le poids du pack Office a été multiplié par 171. En 15 ans, les pages des sites web ont été multipliées par plus de 100. Donc,
c'est le poids d'une page web. Et en général, ce qu'on constate, c'est que sur un logiciel, 60% des fonctionnalités qui sont développées ne sont jamais utilisées. Donc ça, c'est difficilement acceptable. Continuer ou souscrire à ça, ce n'est pas forcément une bonne idée. L'obsolescence programmée, bah là, heureusement qu'il y a des gens comme Hop, Halte à l'obsolescence programmée, qui font un boulot extraordinaire pour justement mettre à l'amende tous ceux, typiquement comme Apple, comme... enfin bon, voilà, pour n'en citer... mais il y en a un paquet qui aujourd'hui ont joué l'obsolescence programmée pour être dans cette logique de surconsommation et finalement faire en sorte que leurs produits durent un minimum de temps et qu'ils puissent en vendre un max. Et puis voilà, on peut plus accepter toutes les boîtes qui transigent avec le bien commun. Voilà, donc pour conclure, sans vous, rien ne se fera, clairement. Il y a plein de verrous à faire sauter. C'est important que vous soyez persuadé que vous faites partie de la solution. On ne peut pas empêcher les ténèbres, mais on peut allumer une lampe. Et si vous pensez que vous êtes trop petit, pour faire une différence, essayez de dormir avec un moustique. OK ? Donc, je pense que vous avez un rôle à jouer pour pousser ce type d'idées, se dire, inspiré par l'exemple. Et après, si vous voulez un peu plus de documentation, ben voilà, je vous ai mis un certain nombre de sites. Verdamano, par exemple, c'est hyper simple pour rentrer dedans, c'est très bien illustré. Et après, voilà, vous avez le site de la GIT, vous avez le site de Green IT, de l'INR, d'EcoInfo, qui font un travail formidable. Voilà, je reste à disposition pour les questions tout à l'heure. Merci Christophe, et on passe du coup à Thomas pour la troisième partie qui va plutôt porter donc sur les bonnes pratiques. Oui, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Oui Thomas, on t'entend et on te voit, c'est parfait. On t'entend très bien. Très bien. Merci à nouveau à Eurydice pour l'organisation de cette conférence et merci Christophe et Patricia donc, qui ont dégrossi le sujet de la RSE et du Green IT. Donc j'ai vu une question passer dans le chat qui concernait qu'est-ce qu'il en est au niveau des professionnels aujourd'hui, quel est l'état de maturité. Et justement, c'est le sujet de ma présentation. En fait, je vais vous parler à la fois du niveau de maturité des professionnels sur ce sujet du Green IT, du numérique responsable, et des bonnes pratiques qu'on peut appliquer à travers différentes thématiques. Donc en fait, pour faire ça, je m'appuie sur un livrable qu'on a co-créé avec les membres de l'AGIT, qui est le baromètre des pratiques Green IT. Donc c'est une enquête de maturité qu'on réalise depuis 2015 et qu'on met en place tous les 2 ans. Donc en fait, l'objectif de cette enquête, il est double. Pour nous, l'Alliance Green IT, ça va être de mesurer le niveau de maturité des entreprises, des professionnels. Et puis pour les entreprises, ça va être à travers le jeu de questions qui est posé. Donc il y a une centaine de questions qui est posée tout au long du questionnaire. Ça va être de connaître les bonnes pratiques à mettre en place et voir où elles peuvent s'améliorer et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour s'améliorer. Donc là, aujourd'hui, pour le format d'intervention qui va être de 15-20 minutes, je vais vous faire une présentation très succincte du baromètre. Mais par contre, il est disponible sur notre site internet. Vous pouvez télécharger le rapport complet avec toutes les bonnes pratiques, une infographie un peu plus succincte, plus imagée. Mais voilà, tout ça est disponible de manière complète et gratuite sur notre site web, donc sur le site de l'Alliance Green IT. Très rapidement, je vais, avant de vous présenter les bonnes pratiques et le niveau de maturité, je vais vous présenter rapidement le dispositif. En fait, l'enquête, c'est 2020 a réuni 667 réponses. Et donc, elle a été réalisée à partir de 2 outils. Donc, un questionnaire en ligne qui a récolté 367 résultats. Donc là, les entreprises étaient libres, les répondants étaient libres de répondre à l'enquête. Donc, elles pouvaient s'y prendre à plusieurs fois, aller consulter les personnes au sein de l'entreprise qui avaient les réponses sur les différentes thématiques. Donc 367 réponses via ce questionnaire en ligne. Et ensuite, on est passé par l'Institut de sondage OpinionWay qui a réalisé 2 enquêtes téléphoniques. Et donc, on a eu 300 réponses sur ces enquêtes téléphoniques. Et en fait, le mix des deux, l'enquête en ligne et la campagne téléphonique,
a fait que on arrive à un résultat complet avec plus de 660 réponses représentatives au niveau national. Voilà. Sur ce baromètre-là, il y a 8 thématiques qui sont étudiées, donc que vous voyez à l'écran: les infrastructures informatiques, le data center, les impressions, la fin de vie, les achats, la gouvernance, les postes de travail et les applications. Ce que je vais faire durant cette présentation, c'est que je vais vous présenter rapidement quelques indicateurs clés par thématique, quelques bonnes pratiques par thématique, et ensuite la conclusion générale de ce qu'on a pensé une fois qu'on a réalisé et étudié les réponses à l'enquête. La prochaine, c'est voilà, là vous avez une très courte slide sur la répartition des répondants. Donc ça, c'est la répartition brute des personnes qui ont répondu à l'enquête en fonction du nombre de salariés, du secteur d'activité et du chiffre d'affaires de l'entreprise. Ce qu'il est important de noter par rapport à ce baromètre, c'est qu'en France, plus de 76% des entreprises n'ont aucun salarié. Celles-là, on les a pas adressées, on n'a pas pu les adresser parce que voilà, 76% d'entreprises, il y a plus de 4 millions d'entreprises en France, c'est énorme. Quand il n'y a pas de salariés, on est plus sur ce que Christophe disait, sur la bonne pratique individuelle à mettre en place. Hein. C'est souvent des entreprises, l'auto-entrepreneur ou le peintre en bâtiment qui va travailler avec un ordinateur pour faire ses factures. Enfin voilà, là c'est plus de l'ordre des bonnes pratiques individuelles. Ensuite, il y a 99% des entreprises en France qui ont moins de 50 salariés. Et pourtant, ces 99% d'entreprises représentent la moitié des emplois en France, ce qui fait que le reste, les 1% d'emplois restants est concentré dans les... Enfin, le reste des emplois restants est concentré dans le 1% des entreprises de plus de 50 salariés. Voilà, ce qu'il est important de noter par rapport à cette représentativité-là, c'est qu'une fois qu'on a eu les résultats, on a redressé ces résultats pour les rendre représentatifs au niveau national, tant en termes de chiffre d'affaires, de secteur d'activité et de nombre de salariés dans l'entreprise. Donc je passe tout de suite à la première thématique qu'on a étudiée, qui sont les infrastructures informatiques. Là-dessus, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on ne progresse pas vraiment au fil des années, au fil des enquêtes qu'on a pu réaliser. En fait, on constate qu'une entreprise sur deux ne connaît pas le volume de données qu'elle a, qui est présente au sein de l'entreprise. Et ça, c'est hyper important quand on veut mettre en place une démarche Green IT. La première étape, c'est de se mesurer. Et donc, c'est important de savoir si on travaille avec quelques gigas ou plusieurs téraoctets de données. Les actions à mettre en place ne seront pas les mêmes. Donc voilà, ça c'est un point qui est capital. Sur cette thématique-là, la bonne pratique, c'est de connaître déjà ce qu'on a, ce qu'on possède, ce qui est présent au sein de l'entreprise, une liste d'équipements présents au sein de l'entreprise et le nombre de données qu'on peut avoir. Ce qui est intéressant de noter néanmoins sur cette thématique, c'est que quand on dit une entreprise sur deux ne connaît pas son espace de stockage, en fait, c'est vrai dans la majorité des cas pour la majorité des entreprises. Néanmoins, pour celles qui ont nommé un responsable Green IT, donc une personne qui est en charge de ce sujet au sein de l'entreprise, qui n'est pas forcément un professionnel du Green IT, mais simplement qui suit le sujet au sein de l'entreprise, qui suit les actions qui ont été définies et leur mise en place, on observe que 85% de ces entreprises-là connaissent l'espace de stockage et les données, la volumétrie de données qui est présente dans l'entreprise. Donc voilà, et ça va être une tendance qu'on va retrouver au fil de l'enquête, c'est que les entreprises qui ont nommé un référent Green IT, un responsable Green IT, sont beaucoup plus matures que les autres entreprises. Un autre élément sur cette thématique-là, et ça rejoint ce que disait Christophe sur la fabrication, la fin de vie des équipements, c'est qu'il faut retenir les serveurs sur cette thématique. Dans les entreprises qui n'ont pas nommé de responsable Green IT, les serveurs ont en général une durée de vie de 3 ans. Et dans les entreprises qui ont nommé un responsable Green IT, on est plus sur une tendance de 5 ans d'utilisation pour un serveur. Donc là, quand on parle d'allongement de durée de vie, une fois qu'on a nommé quelqu'un pour vérifier ce paramètre-là, on constate que la durée de vie des équipements est un peu plus longue. Voilà, je vous mets des slides que je passe parce que voilà, c'est plus pour vous donner un élément de contexte si jamais vous avez les slides qui vous sont diffusés après. Pareil, je ne commande pas tous les chiffres non plus, mais tout est présent dans le rapport et commenté dans le rapport du baromètre.
Sur la partie data center, donc le data center, très clairement, c'est l'endroit où on stocke les données. Donc d'après notre enquête, ce qui ressort, c'est que 9 entreprises sur 10 disposent d'un espace dédié pour leurs serveurs. Et voilà, elles ont un endroit où mettre leurs serveurs. Et parmi ces entreprises-là, 6 entreprises sur 10 ont des salles dédiées avec des dispositifs de contrôle. Donc que ce soit des contrôles en termes de température, d'électricité, de redondance. Voilà. En général, ce qui est important de noter, c'est que les entreprises qui disposent d'une grande salle informatique ont une maturité Greenity qui est généralement plus forte que les autres. Et un autre chiffre qui est mis en avant sur ce slide, c'est la mise en œuvre des bonnes pratiques de l'European Code of Conduct. En fait, ça, c'est un référentiel qui a été créé par la Commission européenne en 2008, qui référence une liste de bonnes pratiques applicables au secteur du data center. Donc, par exemple, ça peut être, est-ce que vous connaissez la puissance installée de votre data center, la superficie des salles informatiques, le confinement des flux d'air en allée chaude, en allée froide? Est-ce que vous faites de la récupération de chaleur? Voilà, donc c'est un référentiel qui a été créé en 2008, qui est reconnu par les acteurs du data center aujourd'hui en France, et sur lequel ces acteurs s'appuient pour mettre en place des bonnes pratiques. Donc on voit un chiffre de 20% des entreprises qui connaissent et qui appliquent les bonnes pratiques de ce référentiel. C'est néanmoins à nuancer, parce que ce référentiel, il a été créé en 2008, les bonnes pratiques existaient déjà avant, ce qui fait qu'on a des entreprises qui appliquaient sûrement les bonnes pratiques sans forcément connaître le référentiel et qui continuent de le faire encore aujourd'hui sans forcément connaître et appliquer les bonnes pratiques listées dans le référentiel. Voilà. Ensuite, on passe à la thématique impression. Donc là, globalement, cette thématique, c'est le sujet qui est avec un niveau de maturité le plus élevé au sein des entreprises. Donc on fait attention au papier qu'on imprime, aux consommables que l'on achète. On a recours à des imprimantes partagées. Aujourd'hui, c'est fini, ou quasiment, enfin c'est très peu développé, les entreprises où chaque collaborateur a son imprimante individuelle au coin de son bureau. On est plus sur des imprimantes partagées. Donc là-dessus, il y a eu une très forte montée en maturité, une très forte sensibilisation qui a été faite, et donc les collaborateurs de l'entreprise sont relativement concernés par cette thématique-là. La nuance qu'on peut apporter à ça néanmoins, c'est que sur les précédentes enquêtes, les précédents baromètres qu'on avait réalisés, on avait demandé est-ce que vous mettez en place les bonnes pratiques sur ce poste impression? Et là, les entreprises nous disaient bah oui, nous on met en place les bonnes pratiques, on sait ce qu'il faut faire, donc on le fait très bien. Et là, sur cette édition 2020, on a voulu aller un peu plus loin dans la démarche. Et on a voulu être un peu plus... Ça te dérange là? Oui. Tu veux que je mette mes écouteurs? On a voulu être un peu plus concret et savoir ce que les entreprises faisaient précisément. Et donc, quand on va dans le détail, on demande aux entreprises un peu la même chose qu'on demandait avant, avec un niveau de détail plus élevé. Est-ce que, par exemple, vous paramétrez vos imprimantes et vos copieurs pour avoir un mode brouillon par défaut? Ah ben, je ne sais pas. Est-ce que vous paramétrez les copieurs pour faire des impressions recto-verso automatiquement? Ah ben ça, je ne sais pas. Est-ce que vous paramétrez les copieurs pour faire du noir et blanc? Ah ben je ne sais pas, etc., etc. Donc on voit que malgré la volonté de bien faire, quand on rentre un peu plus dans le détail, il y a quelquefois des lacunes, et c'est tout le sujet du Green IT, du numérique responsable, c'est que c'est une démarche qui n'est pas simple, qui demande des efforts, de la mesure, et donc il faut prendre le temps de se mesurer et de voir ce qu'on fait et ce qui est fait exactement. Enfin, ce qui est à noter sur cette thématique, c'est que le plus haut niveau de maturité, on l'observe au sein des administrations publiques, qui pourtant sont les administrations publiques, c'est le type d'organisation qui imprime le plus. Mais ils ont un gros niveau de maturité là-dessus. On l'observe aussi chez les grandes entreprises. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi. Est-ce qu'on a, on n'a pas posé la question de pourquoi est-ce que vous avez un niveau de maturité plus élevé que les autres. Néanmoins, on suppose que c'est parce que dans ces entreprises, dans les administrations publiques, dans les grandes entreprises, on a les services généraux qui sont là pour comptabiliser, comptabiliser les consommables qui sont utilisés dans l'entreprise, et donc que ça joue un rôle dans ce niveau de maturité. Donc là, au niveau de cette thématique-là,
les bonnes pratiques, c'est de faire attention à ce qu'on imprime. Là-dessus, on est tous d'accord, et les collaborateurs en entreprise le savent. Ça, c'est la bonne pratique qui est la plus largement répandue. Mais surtout, paramétrer les équipements par défaut pour que si jamais un collaborateur choisit d'imprimer quelque chose en couleur ou sur une page simple, sans recto verso, voilà, en fait, c'est lui-même qui ait l'action de le faire et que ce ne soit pas décidé automatiquement par l'imprimante. Voilà pour cette thématique. Ensuite, on a la partie fin de vie. Donc là, pareil, c'est le parallèle avec ce que Christophe disait sur la fin de vie des équipements. C'est une thématique qui reste décevante. Pourquoi elle reste décevante? Parce que c'est la thématique où on a le plus fort niveau de réglementation en France. On a une réglementation qui est très, très, très complète, très étoffée sur cette thématique de la fin de vie des équipements. Néanmoins, aujourd'hui, on constate que 14% des entreprises seulement tiennent un registre des déchets, alors que c'est une obligation de tenir un registre des déchets, de savoir exactement quels déchets sont produits dans l'entreprise, à quel moment, et ce qu'on en fait. 22% des entreprises déclarent connaître parfaitement la réglementation sur les D3E, et 6% de plus déclarent la connaître approximativement. Ce qui fait qu'on a tout le reste, plus de 70% des entreprises qui ne connaissent pas la réglementation ou qui la connaissent très très peu, et pourtant elles vivent très bien avec ça, alors que c'est une réglementation qui est établie et qui est obligatoire. Sous le même aspect, seulement 20% des entreprises connaissent la quantité de D3E qu'elles produisent par an. Voilà. Et 8% des entreprises ont recours à un dispositif de collecte gratuit des D3E, donc ça c'est un dispositif qui est mis en place par les éco-organismes. Dans les entreprises qui ont plus de 500 kg de D3E, ces entreprises-là ont la possibilité de les faire enlever gratuitement. Voilà. Enfin, il ne faut surtout pas s'en priver, et on voit qu'il n'y a que 8% d'entreprises, de répondants, parmi celles qui sont éligibles à ce dispositif, qui l'utilisent réellement. Donc voilà. C'est pour ça que c'est assez décevant. On distingue sur cette thématique de la fin de vie, deux sous-thématiques. En fait, la fin de vie des équipements. Donc, la fin de vie intervient quand on ne peut plus du tout utiliser l'équipement, quand l'équipement est inutilisable, et donc là, il va se transformer en déchet. Et la fin d'usage. Et la fin d'usage est différente de la fin de vie, parce que la fin d'usage concerne les équipements pour lesquels le service, enfin l'équipement dans la fonction dans laquelle il a été acheté par l'entreprise n'a plus d'usage. Donc, ça ne sert plus pour le service qu'il a acheté et qu'il utilise, mais par contre, ça peut servir pour d'autres services, ça peut être revendu. L'équipement est encore utilisable en tant que tel. Donc, c'est possible de donner une seconde vie, comme le disait Patricia, comme le disait Christophe, à cet équipement. Et c'est dans une démarche numérique responsable, dans une démarche Green IT, c'est ce qui est préconisé. Donc là, quelques bonnes pratiques sur cette thématique de la fin de vie. Donc déjà, prendre acte et appliquer la réglementation existante, qui est très complète. Allonger la durée de vie des équipements, donc en ayant recours aux dons, au marché de l'occasion, à la réutilisation des équipements. Voilà, favoriser le réemploi au sein de l'entreprise ou à l'extérieur. Et s'assurer du bon traitement de ces D3E. Là aussi, ce qui est important de noter et que peu d'entreprises savent, c'est qu'un émetteur de D3E est responsable de son traitement jusqu'à la fin du cycle de traitement de ce déchet. Et la fin du cycle, c'est le recyclage, c'est la transformation du déchet en tout petits grains de métaux qui va permettre de réutiliser ces grains de métaux et de produire autre chose. Donc l'entreprise est responsable de son appareil arrivé en fin de vie jusqu'à la fin de ce processus. Voilà. Et donc, pour que l'entreprise soit certaine d'arriver à la fin de ce processus en respectant la réglementation, elle peut demander à la personne qui reprend ses équipements un bordereau de suivi, donc à la fin du traitement, un bordereau de suivi pour savoir ce qu'il a été fait exactement des équipements qui ont été donnés. Donc voilà, effectivement, c'est le fait de demander ça et de suivre ça, c'est du travail en plus pour la personne qui va le faire. Si l'entreprise veut totalement se décharger de cette tâche-là, elle peut faire appel à un éco-organisme. Donc, les éco-organismes, c'est des entreprises publiques qui ont été créées par l'État pour s'assurer de la bonne gestion des D3E et des équipements arrivés en fin de vie. Donc, si l'entreprise veut décharger complètement sa responsabilité là-dessus,
elle transmet les déchets à un éco-organisme, et dans ce cas-là, l'éco-organisme fera son travail et s'assurera que l'équipement est traité jusqu'à la fin de vie. Et jusqu'à la phase finale de revalorisation en énergie ou en matière. Voilà. Ensuite, on a la thématique des achats responsables. Donc là, sur cette thématique-là, ce qu'on voit, c'est qu'on a un réintérêt par rapport aux précédentes éditions sur les écolabels. Donc on a de plus en plus d'entreprises qui ont recours au label pour les achats d'équipements. On a des entreprises aussi qui ont davantage recours à la location de matériel. Donc ça, c'est une très bonne chose. Hein. Du coup, un matériel qu'on va avoir on n'est pas obligé d'acheter un matériel pour bénéficier de son utilisation. Si c'est quelque chose dont on va se servir très peu sur une période de temps donnée, on peut très bien louer son matériel. Et on parlait tout à l'heure de l'économie de fonctionnalité. C'est sur ce créneau-là, l'économie de fonctionnalité, c'est sur la location de matériel notamment. Voilà. Ensuite, on a seulement... Alors, ce qui est décevant et ce qui me permet de rebondir aussi avec la thématique de la fin de vie, on a 28% des entreprises qui déclarent acheter du matériel d'occasion. On considère que c'est encore trop peu. Là où les entreprises, quand on leur pose la question sur le fait de réemployer et de donner ou de revendre leurs équipements, nous disent « Ah oui, nous, c'est un sujet qui nous intéresse », on considère que 28% des entreprises seulement sont prêtes à acheter des équipements d'occasion. Et donc là, voilà, si on veut qu'un marché se développe, il faut qu'il y ait un marché local qui se développe. Il faut à la fois qu'il y ait des entreprises qui donnent et à la fois des entreprises qui reçoivent. Donc c'est une bonne pratique qu'on aimerait bien voir augmenter dans les futures éditions du baromètre. Et un dernier point, vous l'avez ici sur le poids des critères environnementaux dans les appels d'offres. Et là, c'est particulièrement un sujet qui vous concerne, qui vous correspond, puisque voilà, vous recevez des appels d'offres auxquels vous répondez. En fait, le poids des critères environnementaux dans les appels d'offres, il est très important. Si jamais dans les appels d'offres, vous voyez des critères environnementaux qui sont mis en avant, vous ne pouvez pas, dans la plupart des cas, vous dire en fait, on s'en passera, on répondra sans se préoccuper de ces critères environnementaux. Parce que, en fait, une fois que l'entreprise a pris conscience de son impact, a pris conscience des bonnes pratiques et des actions qu'il était possible de faire, et que c'est intégré dans les appels d'offres, du coup, en général, il y a le poids de ce critère-là dans la réponse est prépondérant, tout simplement. Une autre thématique qu'on a étudiée, et j'en parlais tout à l'heure, c'est la gouvernance. Donc là, la gouvernance, ça joue sur plusieurs niveaux. On voit qu'une entreprise sur 5 a nommé un responsable Green IT. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le responsable qui est nommé, ce n'est pas forcément un expert. C'est voilà, une personne qui va suivre le sujet et qui va suivre les actions qui vont être mises en place. Et par contre, ce qu'on voit au fil de l'eau, ce qu'on constate dans le niveau de maturité des professionnels, c'est que les entreprises qui ont nommé un responsable Green IT sont en général beaucoup plus matures que les autres. Et si cette personne-là, plus cette personne-là a un niveau élevé dans la hiérarchie, et plus on est certain que les actions vont être appliquées, et donc plus l'entreprise va devenir mature sur ces sujets. Donc les bonnes pratiques sur cette thématique de gouvernance, c'est à la fois de sensibiliser les collaborateurs au geste du Green IT, donc ce qui est fait pour 60% des personnes, et puis, et surtout, de nommer une personne responsable de ce sujet et qui va le suivre concrètement. Voilà. Ensuite, une des dernières thématiques que je voulais évoquer avec vous, c'est les postes de travail. Donc là, ça va être très rapide. On voit que la durée de vie des PC, des petits matériels augmente en général dans les entreprises. Voilà, il y a une tendance à l'augmentation, à l'allongement de la durée de vie. Aujourd'hui, on voit que peu d'entreprises mesurent la consommation de leur micro informatique. Mais après tout, c'est pas comme vous l'a expliqué Christophe tout à l'heure et Patricia, les impacts sont beaucoup plus focalisés sur la fabrication des équipements et sur la fin de vie des équipements. Donc sur la phase d'utilisation, de consommation énergétique, on a beaucoup moins d'impact. Donc bien sûr, dans une démarche Green IT complète, il faut s'intéresser à ce sujet, mais c'est pas là où se situe le plus gros des impacts. Donc là, on voit que
en ce moment, en tout cas, ça n'intéresse pas spécialement les entreprises de mesurer la consommation énergétique. Et dernière thématique, donc sur les services numériques, on voit que seulement 34% des entreprises déclarent mettre en œuvre des bonnes pratiques en termes d'éco-conception de services numériques. Donc ça nous chagrine un peu parce qu'on a réalisé des livres blancs sur le sujet et il y a beaucoup d'acteurs qui se sont mobilisés sur le sujet. Néanmoins, si on... Je n'ai pas mis le slide suivant. Néanmoins, si on se réfère à la première enquête qu'on avait établie en 2015, on était à 12% d'entreprises qui mettaient en place les bonnes pratiques d'éco-conception. Donc on est passé de 12% à 34%. Il y a quand même une maturité de plus en plus importante sur le sujet. Dernier point sur cette thématique, et c'est le point le plus crucial, ça concerne, en fait on parle d'éco-conception, ça concerne aussi surtout l'accessibilité, la frugalité et la simplicité d'utilisation. Aujourd'hui, les services numériques qu'on crée, qu'on met à disposition, doivent rester simples. On ne doit pas être dans une optique comme on voit actuellement avec la 5G, avec l'intelligence artificielle, avec les objets connectés, de se dire oui, on peut faire plus, on peut faire beaucoup avec le numérique nous permet de faire de grandes choses. Néanmoins, est-ce que c'est vers là qu'on veut aller? L'idée, c'est vraiment de garder le numérique comme un outil et puis de l'utiliser au mieux, voilà, en restant simple. Le numérique doit répondre à un besoin précis et ne doit pas forcément nous créer de nouveaux besoins. Et voilà, c'est l'équilibre qu'on doit trouver entre ce qui est fait actuellement et ce qu'on devrait faire pour être dans une optique totalement vertueuse de Green IT et de numérique responsable. Dernier point un exemple sur cette thématique des services numériques, c'est un acteur de l'énergie qui a fait appel à ses clients pour relever eux-mêmes le chiffre qui est indiqué sur leur compteur. En fait, l'entreprise, pour faire ça, avait mis en place un site internet, une plateforme qui était hyper détaillée avec tout un ensemble de chiffres de consommation, voilà, hyper complète, où les utilisateurs pouvaient se connecter, pouvaient indiquer le relevé de leur compteur. Seulement, ça marchait pour la plupart des utilisateurs qui étaient aguerris avec l'outil numérique. Seulement, Madame Michu, qui n'est pas aguerrie avec cet outil, qui ne sait pas comment l'utiliser, a beaucoup de mal avec cette plateforme. Madame Michu, pareil, qui est dans la Creuse, où on n'a pas une accessibilité numérique aussi poussée que ce qu'on a, par exemple, qu'on peut avoir en région parisienne. La page qu'il était nécessaire de charger pour rentrer cette donnée du compteur pouvait mettre plusieurs minutes à charger. Et donc, en fait, ce cumul d'une personne qui n'est pas forcément aguerrie avec l'outil et puis d'un réseau qui n'est pas forcément performant pour afficher une page complexe faisait que la personne, l'utilisatrice abandonnait, ou l'utilisateur ou l'utilisatrice abandonnait le processus, et donc c'était contre-productif. Et donc cette entreprise d'énergie a vu ça arriver et s'est dit on va faire plus simple. En fait, on va juste envoyer un texto aux utilisateurs en disant voilà, répondez à ce SMS en indiquant votre relevé, le relevé de votre compteur. Et voilà. Et on voit que ce service-là, qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus frugal, a été beaucoup mieux utilisé, beaucoup mieux compris et a produit de bien meilleurs résultats. Voilà, j'en ai fini. La conclusion qu'on peut tirer de cette enquête et des bonnes pratiques qui sont mises en place dans les entreprises, c'est que, alors, effectivement, d'année en année, on progresse. On voit qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont sensibilisées sur le sujet. Il y a beaucoup plus d'entreprises qui ont une volonté de faire beaucoup mieux. Néanmoins, la recommandation qu'on a, c'est de nommer un responsable Green IT, un responsable numérique responsable au sein de l'entreprise. Pour l'État, pour les régulateurs, c'est de créer vraiment une filière de formation dédiée à ce sujet du Green IT, parce que c'est un sujet qui est complexe, et donc, plus on aura des personnes qui seront formées, sensibilisées sur ce sujet et bien formées sur ce sujet, et mieux on y arrivera.
Voilà. Et en dernier, je vous présente très rapidement l'Alliance Green IT. Donc, l'Alliance Green IT à laquelle je fais partie en tant que permanent à mi-temps. L'Alliance Green IT aussi, dont font partie Christophe et Patricia. Donc, on est une association loi 1901 qui a été créée en 2011. L'idée derrière la création de l'association, ça a été d'identifier et de partager les bonnes pratiques en termes de numérique responsable. Donc, pour ça, on produit régulièrement des livrables comme le baromètre que je viens de vous présenter, des enquêtes, des vidéos, des livres blancs. Et on ne le fait pas seul, puisque le sujet a énormément pris ces dernières années. On est accompagné par tout un ensemble de partenaires, aussi bien en France qu'à l'étranger, qu'en Europe. Néanmoins, ce qu'il est intéressant de constater, c'est que en France, on est très mature sur ce sujet-là, contrairement à nos voisins européens. On voit que le questionnaire, le baromètre, on a essayé de le diffuser en Europe cette année. On a obtenu en France, donc comme je vous le disais, 670 réponses. Et en étendant aux autres acteurs européens, on a obtenu 10-12 réponses par pays. Donc, voilà, en France, on a la capacité d'aller vers une filière d'excellence sur le numérique responsable. Donc, autant le faire, on est sur la bonne voie. Et l'objectif, c'est de fédérer les acteurs, c'est d'évangéliser et puis de permettre aux entreprises de s'engager sur ce sujet du Green IT et du numérique responsable. Voilà pour ma présentation. Et donc, vous pouvez télécharger ce rapport, l'infographie et ainsi que tous les documents qu'on publie et qu'on partage gratuitement sur le site internet. Merci à tous. Super, merci Thomas. On va pouvoir passer à la restitution des questions. Et pour ça, je vais laisser la parole à mon collègue Alban. Yes. Merci beaucoup pour cette présentation en tout cas. Donc, je vais reprendre les questions dans l'ordre d'apparition. Donc, il y a monsieur Pierre Xirac qui nous a demandé, donc bonjour, conseillez-vous également vos clients sur l'approche RSE? Donc, ça, on avait vu avec Patricia, je crois. Et si oui, le faites-vous sur l'empreinte carbone? Alors, oui, on conseille nos clients sur l'empreinte RSE. La difficulté qu'on a sur l'empreinte carbone, c'est de trouver des outils qui permettent de calculer cette empreinte carbone globalement. On peut avoir des empreintes carbone pour certains outils, pour certains services, mais aujourd'hui, ce qu'on n'a pas, c'est quelque chose qui soit générique. En fait, ce que le client nous demande, c'est d'avoir une empreinte carbone pour l'ensemble de son système numérique, de son environnement numérique. La complexité est là. D'accord, merci. Alors, je vais passer à la question suivante, si c'est OK. Alors, comment convaincre un collègue, donc c'est Marc qui nous demande ça, qui n'a pas du tout idée de l'impact de l'IT en quelques phrases à la pause café? C'est un conseil pratique. Sur le Green IT, je laisse mes collègues répondre. Thomas, je n'ai pas tellement de... Ouais, par lui payer le café, je ne vois pas tellement. C'est un bon argument peut-être déjà. Non, comment convaincre? Avec des chiffres qui sont parlants, comme Christophe l'expliquait tout à l'heure. Il y a des chiffres qui sont parlants, notamment sur la fabrication et sur la fin de vie des équipements, la toxicité des équipements qu'on va... Enfin voilà, on va... Pour créer un téléphone, un ordinateur, un serveur, enfin tout équipement numérique, on va aller puiser des métaux précieux dans les sols. Voilà, on va créer on va traiter ces métaux pour en faire des alliages, pour pouvoir créer nos outils. Et donc, en fait, c'est une industrie qui est très, très polluante. Donc, voilà, il y a des chiffres qui existent sur le sujet. Et le fait de se dire que on considère nos équipements numériques comme des biens de consommation remplaçables et qu'on voit qu'on remplace nos téléphones tous les 1, tous les 2 ans, qu'on est toujours à la recherche de la nouveauté des nouveaux équipements. C'est quelque chose qui est parlant. Du coup, en regard des chiffres qui sont présentés, pareil pour la fin de vie des équipements. En France, on a une filière qui est aujourd'hui dédiée pour créer la fin de vie des équipements. Mais on constate que néanmoins, il y a des équipements qui partent à l'étranger et qui se retrouvent hors de contrôle une fois que les équipements sortent de France, une fois que voilà. Alors, peu importe, ça peut être des équipements qui sont arrivés en fin de vie ou des équipements qu'on souhaite réemployer, qui sont encore utilisables. En
en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais la chose qu'il faut se dire, c'est qu'une fois que ça sort de France, du territoire national, on n'a plus de visibilité sur ce qu'il advient de ces équipements. Et après, on observe notamment sur le territoire africain des décharges à ciel ouvert d'équipements informatiques. Et c'est terrible, il y a des reportages là-dessus qui illustrent tout ça. Donc voilà, peut-être pointer le Oui, les collaborateur océans de vers ces déchets reportages. aussi, enfin le continent, je crois aussi, un continent de déchets là, dont on parlait. Très bien. Bah écoutez, pour ma part, j'essaierai en tout cas cette approche-là au café la prochaine fois. Je vous en dirai des nouvelles. Alors, je passe à la prochaine question. C'est Esteban Granger qui nous demande quel élément déclencheur vous a donné envie de vous engager dans ce combat? Est-ce qu'il y a un élément particulier, une prise de conscience? Ouais, enfin, je vais répondre. En fait, la particularité que j'ai, c'est que j'ai été à votre place il y a quelques années. J'ai été étudiant au sein de Redis voilà, dans une entreprise qui vendait qui vend toujours des équipements de stockage. Et en fait, j'avais déjà avant cette conscience environnementale. Et donc, je savais que je voulais me tourner vers un peu, plus ou moins vers l'écologie, vers l'environnement pour mon choix de carrière. Et en fait, l'entreprise dans laquelle j'étais avait un discours simple, c'est les équipements qu'on produit consomment moins d'énergie, donc sont beaucoup plus vertueux que les équipements que vous avez vendus il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Donc, en fait, vendez toujours plus de matériel, d'équipement, et vous allez voir que en fait, les nouveaux équipements sont plus vertueux d'un point de vue environnemental. J'adhérais pas forcément à ce discours. Et voilà. Et en fait, c'est ce qui m'a donné envie de me dire, en fait, le numérique, ça peut pas être que ça. On peut pas avoir ce discours de façade et juste s'en tenir à ce discours. Et donc, je me suis dit, je vais me diriger vers ceux qui prétendent connaître, ceux qui prétendent faire des actions, donc l'Alliance Greenity. Et voilà comment je me suis orienté vers ce sujet. Ok, super. Moi, je peux juste Alban, moi, j'ai passé une vingtaine d'années dans le secteur de l'informatique et sans forcément me poser beaucoup de questions sur l'impact environnemental. Et en ayant pris une claque écologique, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire des 20 prochaines années professionnelles? Je me suis dit, finalement, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de rester dans l'informatique, mais justement de se questionner? Et donc, quand j'avais commencé à me questionner sur mes usages voilà, de tous les jours, éviter de manger de la viande, éviter de prendre l'avion, patati patata, mais j'ai commencé à me questionner sur le numérique. Je me suis aperçu qu'en fait, il y avait énormément de discours qui sont vraiment hyper trompeurs sur le numérique. Ce que disait Thomas là par rapport à la consommation, en fait, on ne voit que la consommation énergétique, mais ça, c'est vraiment prendre par le plus petit bout de la lorgnette possible. Non, c'est vraiment, c'est pas le bon bout pour convaincre sur la nécessité de questionner l'ensemble de nos usages et l'ensemble de notre consommation. C'est pas l'énergie qu'il faut considérer. C'est l'impact au total. Voilà, donc moi j'ai pris ma claque et puis je me suis dit je vais essayer de donner un sens, de m'aligner et puis ne trouvant pas de société qui était dans cet alignement-là, j'ai décidé de créer ma propre société. Ok, super. D'ailleurs, je reprends la question juste avant aussi. Donc peut-être à la pause café, on peut aussi conseiller du coup le documentaire là, que tu nous as mis dans les commentaires pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Donc Welcome to Sodom, c'est ça, pour les déchets électroniques. Donc à la limite, envoyer un lien comme ça à notre collègue pour qu'ils aient des images en plus des chiffres. Ouais. Ouais, après c'est se questionner, mais se dire c'est pas le recyclage, c'est une hérésie, c'est pas quelque chose ça n'a pas vraiment de sens sur du long terme. Ce qui a du sens, c'est de limiter c'est la sobriété en termes de consommation numérique. Yes. Alors, je vais passer à la question suivante. Donc, c'est Valérie qui nous disait bonsoir. Pouvez-vous expliquer ce qu'est la sobriété numérique? Je démarre et je vous laisserai rebondir. La sobriété, c'est le fait justement de se questionner, de limiter nos usages et nos consommations en matière de numérique. Et quand on fait du développement, c'est limiter, c'est améliorer l'efficacité environnementale des développements. Donc, des développements sobres, c'est avoir
c'est ce qu'on appelle le sustainability by design. C'est d'emblée, on construit quelque chose qui a pour vocation à être éco-responsable. D'accord. Oui, j'ai pas de choses à, non, j'ai pas de choses à ajouter. Enfin, ouais, vraiment, l'objectif, c'est toujours, comme je disais tout à l'heure, c'est de rester simple, de permettre de répondre à un usage et de ne pas être dans une optique de parce qu'on peut faire mieux, on le fait, mais vraiment, enfin, à quel besoin on a envie de répondre et quelle est la manière la plus simple et la plus frugale de le faire. Et c'est ça, en fait, la sobriété numérique. Elle est l'essentiel, quoi. C'est ça. Alors, une question de Lucille. Alors, quel est le niveau de maturité du secteur professionnel aujourd'hui en matière de Green IT? C'est une question qui avait été posée avant mon intervention. Et du coup, alors j'espère y avoir répondu à travers la présentation du baromètre. Alors aujourd'hui, pour compléter, on observe un gros niveau de maturité dans les grandes entreprises. Voilà, qui ont des services dédiés, qui ont des personnes dédiées à cette thématique. Donc, ils font partie soit du département RSE, de la DSI. Voilà, on constate généralement un plus grand niveau de maturité. Et depuis le début de la crise sanitaire, on constate un boom du sujet. Le numérique responsable, le Green IT, ça a vraiment évolué et on a de plus en plus de prise de conscience de la part des entreprises. Christophe en parlait tout à l'heure. Il y a actuellement en cours l'initiative Planète Tech Care, ou c'est Patricia qui en parlait, je crois. Oui, ouais, c'est Patricia. L'initiative Planète Tech Care qui regroupe d'un côté les organisations comme la nôtre qui travaillent sur le sujet du Green IT et de l'autre des entreprises qui souhaitent se former. C'est un collectif qui a été créé en octobre 2020, donc il y a quelques mois, et ça regroupe aujourd'hui plus de 300 signataires, 300 et quelques signataires, donc preuve que les entreprises ont la volonté d'aller de l'avant. Ouais, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a sur les appels d'offres aujourd'hui, il y a de plus en plus justement de clauses sobriété numérique ou numérique responsable. Donc, les entreprises, elles veulent soit mesurer, soit elles demandent à leurs fournisseurs de montrer patte blanche sur un certain nombre d'indicateurs. Donc, il y a des sociétés parmi les fournisseurs qui l'ont compris, d'autres qui ne l'ont pas compris et qui vont avoir, Patricia en parlait, elle disait, aujourd'hui, il y a clairement des marchés qui nous sont autorisés parce qu'on a la bonne note. Donc, aujourd'hui, il y a deux grands acteurs, il y a Airbus et Bouygues qui sont vraiment très pushy et qui amènent leurs fournisseurs à d'autres niveaux de maturité. On le voit après, il y a aussi d'autres grands comptes qui sont très présents. Nous, on bosse par exemple avec Aegis. Aegis, la DSI est rattachée à la direction du développement durable, qui elle-même est rattachée à la direction générale. Donc, évidemment, ces personnes, c'est implicite. La DSI cherche vraiment à être efficient en termes environnementaux. Maintenant, on voit aussi dans le domaine du public, il y a de plus en plus d'appels d'offres qui concernent le numérique responsable. Donc, ce que je trouve bien côté Eurydice, c'est qu'à partir de l'an prochain, il y aura pour les masters des cours de Green IT qui vous permettront de vous positionner par rapport à tous ces appels d'offres qui sortent et de façon à être capable d'y répondre. Parce que la présentation de Thomas, elle montre bien que les sujets sur le Green IT sont hyper variés. Tout à fait, oui. Super. Alors, je passe à la question de Mélanie, donc, qui nous disait donc des défenseurs du Green IT s'offusquent lorsqu'on utilise les réseaux sociaux, comme LinkedIn par exemple, pour alerter le plus grand nombre. Qu'en dites-vous? Ne faut-il pas combattre le feu par le feu? En fait, là-dessus, c'est pas l'outil qui est en soi vertueux ou pas vertueux. Si on utilise LinkedIn pour poster des messages et du texte, quelques images de temps en temps, pour essayer de sensibiliser, dans ce cas-là, c'est très bien. Maintenant, si on utilise LinkedIn pour poster une vidéo toutes les 2 minutes, c'est là qu'on a un usage qui est un peu moins vertueux. Donc, c'est pas tant l'outil qui est impactant, c'est l'utilisation qu'on en a. On en revient à la sobriété, en fait. Oui, on revient à la sobriété. Moi, je n'ai pas de débat sur l'utilisation des réseaux. Enfin, au contraire, allons là où nos cibles sont, allons là où les personnes qu'on souhaite sensibiliser sont. Et a priori,
Si on va enfin, l'objectif, c'est d'aller vers des moyens, vers des médias où nos cibles ne nous attendent pas. Donc, si c'est les réseaux sociaux, allons vers les réseaux sociaux et voilà. Enfin, pour moi, non, il n'y a pas de défenseur du Green Ethic qui soit anti-réseaux sociaux. De toute façon, on pourra pas aller contre l'avancée technologique, contre l'avancée des usages, des modes de consommation. Donc l'idée, c'est de faire avec et puis de s'en emparer et de faire avec ce qu'on a. Ok, super. Je passe à la question de Lucas, qui nous demande s'il y a des slots de postes imposés dans les grandes entreprises pour défendre ce sujet. Je crois qu'on avait déjà parlé de ça tout à l'heure, en fin de présentation. Des slots de poste, c'est-à-dire? Poste par exemple, de responsable Greenity, c'est ça ou... Ouais, je pense par exemple qu'il voulait peut-être dire comme pour les RGPD. Je sais qu'il y a un responsable maintenant dans les entreprises. Ouais, il y a des Green IT managers qui sont en train de se. C'est une préconisation côté Agite et la plupart des personnes qui sont dans le secteur préconisent effectivement qu'il y ait quelqu'un qui soit en responsabilité. Donc en fonction de la taille, ça va être plus ou moins important, mais c'est quelqu'un qui va être un référent, qui va permettre effectivement de mesurer en termes l'impact, qui va permettre de regarder au niveau achat, qui va aussi être le référent sur les équipes de développement. Enfin voilà, il peut aller aussi assez profondément dans les détails. Donc, mais c'est un ambassadeur des bonnes pratiques pour l'entreprise. C'est ça, c'est des postes qui se développent, oui. Après, c'est pas imposé réglementairement parlant, du coup. C'est imposé par les entreprises qui le souhaitent, mais au niveau de la réglementation, il n'y a rien qui impose de nommer un responsable Green IT. Par contre, ce qui est imposé, c'est par exemple pour la thématique de la fin de vie, c'est de respecter la réglementation existante sur la fin de vie des équipements. Peu importe qui le fait dans l'entreprise, mais il faut Non, puis il y a la traçabilité. On doit justifier aussi de la fin de vie. On doit pouvoir produire les bordereaux de suivi de déchets et montrer justement le suivi qu'on en a fait. Ça, c'est une obligation. D'accord. Oui, donc il y a quand même de l'encadrement oui, législatif. Super. Alors j'ai la question de... oui. Juste par rapport à cette question, quand tu reçois un appel d'offres et qu'on te demande est-ce que vous avez un responsable Green IT ou un Green IT manager et que tu dis non, tu ne marques pas des points. Voilà, c'est tout. Clairement, c'est que tu n'as pas compris le sujet, quoi. Et que donc, du coup, toutes tes réponses, elles vont être teintées de ça. Donc, tu vas te coltiner ton erreur sur tout le. Et après, il y a beaucoup de. Aujourd'hui, ceux qui sont très en avance et qui poussent leurs fournisseurs, clairement, ils réservent des parts de marché à ceux, aux 50% qui sont au-dessus de la moyenne. Donc, pour se faire dégager, il n'y a pas mieux que d'afficher non, je n'ai pas de responsable Green IT. Oui. D'où l'importance, du coup, oui, ça va être très intéressant qu'on ait des cours, du coup, l'année prochaine, pour toute une nouvelle génération d'ingénieurs qui pourra au moins être sensibilisée à ce sujet-là. Super. Alors, je vais passer à la question suivante d'Yvette. Savez-vous quel est le poids de l'aide accordée par le gouvernement, donc le ministère de l'écologie, par exemple, dans ce combat? Là, c'est un petit peu difficile parce qu'il y a, moi, peut-être que Thomas, vous connaissez des aides. Moi, je vois des aides, en fait, sur des programmes de réduction carbone. Après, ça ne va pas être sur le numérique responsable en tant que tel, mais ça va être sur le poids carbone de l'entreprise. Et c'est en fonction du bilan carbone de chaque entreprise de voir où sont les leviers d'action. Le baromètre Green IT, là-dessus, je trouve qu'il aide bien parce qu'on a un bilan carbone. Il faut savoir que le bilan de gaz à effet de serre, c'est quelque chose qui est obligatoire. On doit le faire sur ses usages, etc. Et ensuite, on doit adresser les secteurs les plus impactants. Aujourd'hui, c'est pas un secteur qui apparaît en tant que tel sur le bilan de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'on va avoir les consommations électriques, mais on n'a pas un poste sur le numérique qui pourrait aider en fait à détecter le poids que ça a et à mettre en place des leviers. Pour revenir à la question, l'ADEME a des programmes qui sont ACT, ACT, pour Action Carbon Transition, pour aider à la décarbonation et qui va donner des subventions.
mais c'est à l'entreprise de déterminer sur quel axe elle va travailler, parce que ça peut être sur les transports, sur la mobilité interne, ça peut être sur d'autres choses. D'accord. Sinon, ouais, par rapport à l'ADEME, elle finance en ce moment et jusqu'à fin 2022 des projets en lien avec l'éco-conception. Donc, il y a des gros budgets, enfin, des budgets intéressants sur toute la partie identification du sujet plus lancement du projet, puisque en fait, ils financent sur l'initialisation du projet, ils financent jusqu'à 25 000 euros et 50% Donc, l'identification du sujet, ça veut dire que soit on lance un nouveau logiciel et on voudrait faire du sustainability ou de l'éco-design d'emblée, ou bien, et donc ça c'est sur l'identification, et ensuite quand on lance le projet, l'ADEME est prêt à mettre jusqu'à 50 000 euros et 50% du budget. Après, il y a des gros sujets de R&D qui s'appellent Perfecto. Donc en ce moment, et au-delà de l'ADEME, il y a aussi tout ce qui est formation, hein, ce qu'on appelle les OPCO. Aujourd'hui, tout ce qui a un lien plus de près ou de loin sur l'éco-conception, c'est financé sans aucun problème. Donc aujourd'hui, enfin, voilà, clairement, la plupart des acteurs, ils sont, ou ceux qui sont en avance, ils sont sur ces sujets-là et ils ont déjà monté leur projet et, voilà, et on les accompagne. Enfin, on n'est pas les seuls, hein, mais on fait partie de ceux qui accompagnent. Il y a tout un écosystème hein, dans le numérique responsable. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de boîtes qui sont très agissantes et très impliquées et qui accompagnent les acteurs qui ont envie de se bouger, quoi. Ok. Alors merci en tout cas, on est 19h30 là passé, donc est-ce que vous avez le temps pour une dernière question, la limite de Stéphane? Oui. Ouais. Ouais. Alors, une question un peu sur le sens. Alors, c'est les entreprises sont plus matures grâce à la RSE et donc elles nomment un responsable, ou est-ce qu'elles deviennent plus matures grâce au responsable? J'ai pas su répondre quand je l'ai lu cette question. C'est un peu, est-ce que c'est la poule qui fait l'œuf ou l'œuf qui fait la poule? Je ne sais pas répondre à cette question. Je pense que ça va dépendre des entreprises, ça va dépendre un petit peu des directions des SI, ça va dépendre des métiers. Et je ne suis pas certaine qu'il y ait une réponse générique. Enfin, moi, je n'en vois pas. Peut-être que mes collègues en voient une, mais moi, je n'en vois pas. Je ne vois pas de question générique et je ne sais pas répondre à ça. J'en vois pas non plus. Je pense que chaque entreprise est différente et qu'elle a une manière d'adresser le sujet différente. Néanmoins, ce qu'on peut constater, c'est qu'en général, dans les entreprises, il y a toujours une personne ou deux personnes, trois personnes qui vont s'impliquer, qui vont être intéressées par ce sujet et qui vont faire monter les autres collaborateurs en compétences. Après, voilà, comme on le disait tout à l'heure, comme c'est pas un sujet où il y a une obligation réglementaire forte, et même sur la partie obligation réglementaire, il n'y a pas de sanction forte C'est actuellement. surtout ça, oui. C'est dommage, ce qui fait que les entreprises n'ont pas forcément l'obligation de nommer quelqu'un. Et donc, d'après ce que je vois, c'est plutôt des personnes individuelles qui vont qui vont prendre le sujet dans l'entreprise et qui vont faire monter les autres en compétences. Ouais, je suis complètement en accord avec ce que vous venez de dire. C'est souvent du bottom-up, mais souvent, quand on arrive au up, là, les sponsors qui s'aperçoivent qu'ils ont des enjeux environnementaux et que pour eux, tout à coup, ils sont regardés de près, ben, ils se disent, ah, fait, finalement, ça fait 2-3 ans que tu prêches dans le désert. Ben maintenant, on va peut-être on est OK, on avance avec ton projet et c'est une bonne idée. Et nous, on est souvent sollicité par la RSE ou par la DSI, enfin, l'un ou l'autre, quoi. D'accord. On avait Dalila aussi dans les commentaires qui disait que le responsable HSE, environnement, pouvait aussi assurer le rôle de référent Green IT. Donc vous êtes d'accord? Ça fait, ouais. Oui. Super. Est-ce que vous avez le temps pour quelques questions ou est-ce qu'on s'arrête là et puis Est-ce qu'il y en a? Il y en a? Ah oui, il y en a. Je vois une main levée, moi. Ah bah à la limite, ouais, je sais pas si la Je personne sais qui pas lève la main veut c'est quelqu'un intervenir. qui demande la parole. Oui, monsieur Chirac, on vous écoute. Si vous m'entendez, j'ai unmuté mon micro. Vous m'entendez, non? Ouais, Oui, super. oui, oui. Ouais. Alors moi, je ne suis pas de l'école, hein. Je suis
Je suis dans une société de prestation de services et un grand groupe multinational. Et je voulais répondre, enfin, je voulais pas répondre. Je voulais apporter un commentaire supplémentaire à la question précédente sur est-ce que qui de l'œuf ou de la poule est venu en premier. Moi, j'ai remarqué un truc parce que je suis assez concerné par le sujet du RSE, mais d'un point de vue environnemental parce que je dirige pas mal de data centers. Un point qui permet de faire bouger les choses, et notamment quand on adresse la direction de l'entreprise, c'est les coûts, c'est l'aspect financier. Absolument. Et à chaque fois qu'on adresse le sujet du RSE, alors, il y a une histoire d'image, donc c'est vrai qu'ils aiment bien parce que montrer qu'on est green, montrer qu'on est RSE, c'est très bien. Mais en plus, si on montre qu'ils vont faire des économies de coûts, c'est un impact assez important. Et ça, c'est à mon avis un levier important pour faire basculer les entreprises vers cette démarche-là. Et j'en profite avant de clore mon commentaire pour vous dire un grand merci parce que vos interventions sont vraiment remarquables et très intéressantes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que l'aspect coût, on ne l'a pas abordé ici, mais c'est vraiment un levier d'action. Si on peut démontrer les gains qu'on va faire en ayant plus de sobriété, en ayant une démarche plus durable, de toute façon, c'est quelque chose que la direction entend bien et cautionne. Ben, super, ben, on va peut-être s'arrêter, je pense, sur cette intervention, parce que bon, la plupart des gens commencent à partir. Je pense que c'est l'heure de manger pour beaucoup. Peut-être, Emmaline, tu conclus le. Bah oui, je voulais déjà dire merci à tous les participants qui ont été là du début à la fin. Dire merci aussi à Patricia, Thomas et Christophe pour le partage de leurs connaissances. C'était super intéressant, on a appris beaucoup de choses. Et on espère aussi que cette table ronde du Green IT vous aura plu. Et nous vous souhaitons à tous une bonne soirée. Merci à tous. Merci à vous, Ouais. bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, merci encore. Au revoir. Merci.